avis à tous les gamers. Ce mois-ci, c'est Noël avant Noël. Radio Espace, Espace TV et SP Mobile vous offrent votre pack PS4 Pro et vos jeux Kingdom Hearts 3 en édition limitée. Alors, vous êtes prêts pour une petite partie ? Radio Espace, Espace TV et SP Mobile vous offrent votre pack en édition limitée. Console PS4 Pro et le tout nouveau Kingdom Hearts 3. Voyagez à travers divers mondes avec des personnages Disney Pixar cultes pour surmonter toutes les épreuves et tenir tête aux ténèbres qui menacent leur monde. Bref, ce sont de belles soirées gaming qui vous attendent. Pour gagner votre pack PS4 Pro et le nouveau Kingdom Hearts 3, rien de plus simple. Jouez dans le plus lion des mornings en repérant le mot-clé. Dans le 16-18 en repérant le tube classique. Dans On Slash en répondant au quiz. Radio Espace et Espace TV, les stations officielles du gaming. Sur nos antennes locales à Bokeh, Zérékoré, mais aussi à Kindia sur la 99.7, à Kankan sur la 99.00, mais aussi sur Fraternité FM du côté de Mamou. À la maison centrale de Conakry, les prisonniers politiques se plaignent de leurs conditions de détention. Plusieurs ont des soucis de santé alors que 3 personnes ont déjà perdu la vie. Le dernier cas en date est celui de Roger Bamba, ce militant de l'UFDG, dont les causes de la mort ne sont jusque-là pas élucidées. Etienne Soropogui, Médecins Sans Frontières ont aussi été évacués à l'hôpital Ignace Dine. Que se passe-t-il donc dans la plus grande maison d'arrêt du pays? Comment se portent les droits de l'homme en Guinée? Pour répondre à ces questions, nous aurons au bout du fil le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Il s'agit de Dr Ali Adiaby. Il est avec nous déjà en studio. Notre invité, le deuxième, Mamadi Kaba, il est ancien président de l'INIDH, président de la LIDA. Il va répondre à nos questions dans un instant, mais vous le savez, cette émission est interactive. Nous partons avec vos réactions sur le 657 39 13 13, mais aussi sur Twitter. On va commencer par ce premier message qui nous est parvenu. Il s'agit de Souma qui nous écrit. Il dit: dans plusieurs pays en Afrique, seuls les étudiants qui ont de bonnes notes bénéficient de la bourse d'entretien. Cette mesure motive et encourage les étudiants à travailler, d'où la qualification du système d'enseignement supérieur. La Guinée donc doit appliquer ce modèle. Nous partons donc avec d'autres réactions, surtout sur Twitter. Nous commençons par Warte Fela Adiaby, MPDG, qui nous écrit: si l'État pouvait améliorer les conditions catastrophiques de détention des détenus politiques à la maison centrale et mettre les jugements au centre de ses préoccupations, cela pourrait éviter le pire à notre pays. Pour un rétablissement Amadi, hashtag espace GG. Hassan Boun Abdallah, MPDG, bonjour. Le milieu carcéral est devenu de nos jours un moyen d'élimination de tous ceux qui ont une pensée contraire à la nôtre. Liberté pour Madik, Etienne et tous les autres détenus politiques. Vivement la liberté d'expression et d'opinion. Évitez-nous d'autres Bamba. Hashtag espace GG. Nous partons avec Almami Diop, MPDG. Bonjour. D'abord, félicitations à nos deux icônes, Lamine et Soul. Il est plus qu'important qu'aujourd'hui, le président accepte de gracier les prisonniers politiques pour enfin essayer de bâtir une nation solide en prenant un nouveau départ. Nous en avons besoin. Il le dit, Almami Diop, MPDG. Diop le critique également, nous écrit: les autorités guinéennes et le président Alpha Condé, lui-même ancien détenu d'opinion, se sont régulièrement engagés à améliorer les conditions de détention, mais rien n'a changé depuis 10 ans. Alors que font les ONG de défense des droits de l'homme? Il s'interroge. Procureur Emmanuel nous écrit également: Conakry, c'est comme dans les favelas mexicaines, puisque ce n'est pas le premier cas d'assassinat qui est constaté. Aucune action concrète n'est faite donc pour y remédier. Tout pour dire que les forces de sécurité en Guinée n'ont qu'un seul talent: mater les manifestants. C'est la pensée donc du procureur Emmanuel. Nous continuons donc avec vos réactions. Mohamed le politologue, bonjour les grandes gueules. L'insécurité régnera toujours ici. D'ailleurs, je me pose la question: quelle est l'importance des barrages nocturnes pour la fouille? Ces barrages doivent être normalement un endroit de contrôle, mais malheureusement, c'est un endroit de raquette. Il le dit Mohamed le politologue. Ibou Diallo nous écrit également sur Twitter: bonjour Diadia, nos FDS sont préoccupés à la protection du régime que sécuriser les citoyens et leurs biens. L'importance d'une réforme, c'est son impact. Que l'âme du défunt repose en paix. Amen. Nous partons avec un autre. C'est évident
qu'il y a eu des réformes sécuritaires dans le pays, mais ce qui est décevant, c'est que ces forces de sécurité ne sont pas là pour défendre seulement l'intérêt de la population dans sa globalité. Il y en a qui passent leur temps à arnaquer les citoyens. Bananfara Bre Koulibaly nous écrit également: bonjour, la gratuité des inscriptions et réinscriptions est une décision assez bonne et magnanime, mais au même moment, je ne suis pas content que ça soit fait à la suite de la colère des étudiants. Le gouvernement doit savoir évidemment prendre la décision au bon moment. Nous partons avec ce dernier donc sur Twitter, Boubacar Seleya Diallo. Ce n'est pas le nombre de CMIS et policiers qui importe, mais leur efficacité sur le terrain en Guinée. Notre police dite de proximité est parfois loin plus que ceux dans les commissariats. Hashtag Kibaro, il le dit, hashtag espace GG. Nous partons donc sur le 650, sur une autre plateforme pour prendre vos réactions. Dans le cadre de cette émission, nous prenons donc ce premier. Bonjour, c'est Yakaria Bournombo. Dans notre constitution, la vie humaine est sacrée. Les dictateurs ont levé la protection de la vie, on tue en toute impunité. Dans l'indifférence sous Alpha, les droits humains ont régressé. Il le dit, Yakaria Bournombo. Nous partons avec cet autre message qui vient de nous parvenir. Bonjour Madiadia, c'est Corboya Baldé depuis Lambagny. Cette insécurité, certains citoyens sont complices. À noter que nous vivons souvent avec les bandits dans les quartiers. Rares sont ceux qui les dénoncent vers l'autorité policière. On préfère se taire après donc vivement le banditisme galopant dans nos différents quartiers. Sinon, depuis l'arrivée du ministre Damantan à la tête de cette institution, la police nationale est devenue républicaine, prête à bondir à tout moment. Il le dit Corboya Baldé. Nous continuons avec cet autre message. Bonjour Diadia et à toute l'équipe. C'est pour le taureau de l'Insan. Dans un pays où des milliards de francs guinéens peuvent ainsi disparaître et le laxisme est devenu presque une doctrine, la gratuité des frais de scolarité n'est rien pour ce régime. Félicitations au PDG Lamine Guirassy pour ce beau prix à l'international. Nous continuons donc à lire quelques messages. À présent, nous lisons celui de Sinani. Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. Une fois encore, mes sincères félicitations au PDG Lamine Guirassy pour ce grand trophée depuis la Côte d'Ivoire et merci à son Excellence, professeur Alpha Condé, d'avoir écouté le cri de cœur des étudiants en rendant l'inscription et la réinscription gratuite pour soulager les étudiants guinéens. C'est ça un chef d'État, toujours à l'écoute de son peuple. Sinani, un inconditionnel donc du RPG, qui nous envoie ce message. Nous partons avec cet autre message. Bonjour, Alpha Condé reprend la Guinée là où l'a laissé Sékou Touré après les fameux camps Soronkoni où plusieurs Guinéens ont été torturés. Le pire se passe à la maison centrale. Tout finira par finir un jour. L'insécurité est l'un des nombreux points sur lesquels Alpha a échoué. Dommage pour ce pays. Félicitations à LG. Nous partons avec Aboubakar Bigop Kaba du PADES. Bonjour Madame Yero et à toute l'équipe. Je voudrais féliciter le turbo Lamine Guirassy. Le trophée, il l'a mérité. Dans ce pays, on a l'impression que les décideurs ne prennent jamais le temps avant de réfléchir, avant de décider. Donc, c'est aussi le vrai paradoxe dans ce pays. Sinon, c'était bien prévisible avec cette pauvreté endémique qui touche l'honneur et même la dignité de certaines familles. Les revendications des étudiants sont toujours dépourvues de toute manipulation, comme certains ont la prétention de donner des connotations politiques à tout. Alassane Aboubakar Bigop Kaba, donc du PADES, qui nous écrit. Nous partons avec ce dernier. Bonjour la radio-école, moi c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia. L'insécurité est l'un des nombreux points faibles du pouvoir en place. Franchement, notre police est loin d'être contre l'insécurité. Donc, c'est cet auditeur qui nous écrivait depuis la capitale des agrumes. Nous continuons cette émission, Antoine Kourouma. Nous avons notre invité dans ce studio. Il est déjà bien installé, Mamadi Kaba, ancien président de l'INIDH, aujourd'hui président de la LIDA. Bonjour, monsieur Kaba, et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Très bien. Allez-y, Antoine, pour la première question. Bienvenue à vous, monsieur Kaba. Aujourd'hui, la situation des droits de l'homme en Guinée fait qu'on s'interroge sur beaucoup de situations. Les cas récents, c'est à la maison centrale de Conakry où on enregistre des cas de mort malheureusement et des personnes qui aujourd'hui ont des états de santé assez fragiles.
Et dites-nous à distance, comment est-ce que vous observez tout cela? Bon, merci de cette opportunité. Moi, j'observe la situation avec beaucoup de préoccupation. Mais d'entrée de jeu, je dois faire la précision. La Guinée n'a jamais été un bon élève dans ce domaine. Ce sont des pratiques que nous avons héritées du passé. C'est des situations qui n'ont pas... Il n'y a pas eu assez d'efforts pour les changer. Mais sinon, c'est un lourd héritage que les pouvoirs politiques qui se sont succédés ont trouvé sur place. Voilà. Et ceci dit, je voulais rappeler que M. Cheikh Sako avait promis que une nouvelle prison était en construction à Yorokodia. Et je ne sais pas vraiment où on en est avec ce projet. C'était un projet ambitieux. Ça nous a donné beaucoup d'espoir parce que ça permettait de décongestionner la maison centrale de Conakry. Si le projet est bloqué, nous souhaitons que des efforts soient faits pour la réalisation d'une prison moderne de grande capacité pour décongestionner la prison de Conakry. Mais cela ne suffira pas parce que il y a beaucoup de détenus aujourd'hui qui ne méritent pas d'être là où ils sont, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de ceux qui volent les œufs et le pain rempeuplent nos prisons, pendant que ceux qui ont volé le bœuf et qui ont tué le propriétaire du bœuf sont en train de se promener. Je pense que ça, c'est une situation qui est quand même assez déplorable. Nous vivons avec les bandits, les grands bandits dans les quartiers, et personne n'ose les dénoncer, parce que quand vous les dénoncez, demain vous serez leur prochaine cible. On les arrête pour quelques heures, et puis après ils se retournent contre vous. Avant qu'on ne parle du cadre général, parce qu'il y a eu ce rapport de Human Rights Watch, bon, HWR, avant qu'on en vienne au cas général, il y a ce cas de Roger Bamba, qui particulièrement a été dénoncé par beaucoup, même les États-Unis à travers leur ambassade ici, l'Union européenne et beaucoup d'institutions internationales se sont fait entendre sur la question. Dites-nous, M. Kaba, comment est-ce que vous avez accueilli la mort de ce détenu politique et quelle explication vous en donnez? Bien, moi, je n'ai pas eu beaucoup d'informations sur le décès de M. Bamba, à part ce que j'ai pu lire dans la presse. Mais je pense que, d'abord, je n'ai pas bien apprécié la défense du ministère de la Justice, qui pense que la solution résiderait dans une autopsie. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Il faut ouvrir carrément une enquête qui permet de déterminer, pas seulement de savoir si l'intéressé est décédé d'une maladie ou pas, mais de savoir s'il y a un lien entre les conditions de détention et l'aggravation de la condition sanitaire de M. Bamba. Je pense que c'est ça qui est important. C'est ce lien-là qui permet de savoir s'il y a violation des droits de l'homme ou pas. Parce que nous sommes tous des mortels. Donc qu'on soit en prison ou qu'on ne soit pas en prison, on peut mourir de maladies ou d'autres choses. Maintenant, ce qui est important, c'est que l'État, les conditions de détention n'aient pas permis d'aggraver sa situation sanitaire au point qu'il en soit mort. Mais ça fait 3 morts en l'espace d'un mois. Donc vous demandez à ce que les responsabilités soient situées. Exactement. Voilà, qu'il y ait des enquêtes pour savoir d'abord, n'est-ce pas, a priori, n'est-ce pas, la présomption d'innocence existe. On suppose que les agents et tous ceux qui sont chargés de s'occuper des prisons, on suppose qu'au préalable, ils n'ont rien fait pour aggraver la situation et que les conditions de santé, les conditions de détention n'ont pas permis d'aggraver. C'est ce que nous devons considérer s'il y a une enquête. Mais il faut qu'il y ait une enquête pour déterminer qu'il y a un lien ou pas entre les conditions de détention et l'aggravation de sa condition sanitaire. Mais il y a eu la sortie du porte-parole du ministère de la Justice qui parle de cirrhose de foie comme cause de la maladie. Oui, ça peut être une cirrhose de foie. Mais il n'est pas médecin. Puisque et sa femme qui parle d'empoisonnement. Voilà, donc vous voyez. Ça donne lieu à toutes les spéculations. Voilà, ça donne lieu à des... Voilà, moi, ce qui est important dans ça,
Moi, je peux considérer que c'est vrai qu'il est mort d'une cirrhose de foie. Si on considère que c'est vrai, mais il avait la cirrhose de foie avant d'aller en prison alors. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que brusquement la situation se soit dégradée au point qu'il ait trouvé la mort? C'est cette cause-là qu'il faut retrouver. Si c'est la cirrhose de foie, il n'y a pas de problème. On peut mourir sans tomber malade. Mais s'il est mort de maladie, puisqu'il est entré en prison avec la... Est-ce qu'au moment où on l'arrêtait, il était malade au point qu'on ne pouvait pas le détenir, mais malgré tout ça, il a été détenu? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Deuxièmement, est-ce qu'au moment où on le mettait en détention, on ne pouvait pas savoir qu'il était gravement malade, parce que ça veut dire qu'au moment où on l'arrêtait, il n'y avait pas de signe physique qui prouvait que c'était une personne malade etc. Donc, il faut une enquête indépendante et crédible pour déterminer si la détention a eu un impact aggravant sur son état de santé. Je pense que c'est là où l'État peut être accusé. Allez-y, ma fille. Alors, dans la communication du ministère de la Justice, on a aussi entendu ce propos autour des normes, des conditions de détention et autres. Vous qui avez été à la tête de cette institution, dites-nous, qu'est-ce que vous savez des conditions de détention des prisonniers en Guinée? Bon, je sais qu'il y a promiscuité, c'est-à-dire que il y a plusieurs personnes pour occuper un espace prévu pour un individu. Et vous savez les conséquences que tout cela peut engendrer, des toilettes qui sont parfois inutilisables, et donc les prisonniers sont exposés à beaucoup de choses. Mais je sais aussi que pour certaines catégories de prisonniers, il y a des conditions exceptionnelles de détention, n'est-ce pas? Les VIP. Voilà, donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Par exemple, quand le général Lansana Conté a arrêté le président Alpha Condé lui-même, il n'était pas dans cette situation de promiscuité. Quand Bamamadou a été arrêté, quand Siradio a été arrêté, il y avait des conditions de détention exceptionnelles. Donc, maintenant, est-ce que les dirigeants politiques qui ont été arrêtés bénéficient de ce traitement d'exception, ou alors ils sont confondus aux autres? C'est ce que nous ne savons pas. Mais je pense que je pense que les personnalités d'État, quel que soit ce qu'on leur reproche, ont besoin quand même d'avoir une condition de détention exceptionnelle qui n'est pas celle de tous les autres détenus. Ce qui fait que nous ne sommes pas capables de... Voilà. Monsieur Mamadi Kaba, ancien président de l'INIDH, aujourd'hui président de la LIDA. Nous allons partir sur le terrain, retrouver Dr Ali Adjabi. Lui, il est l'actuel président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Ahmed Kourouma. Les grandes gueules. Oui, allô, bonjour monsieur. Monsieur Diaby. Monsieur Diaby, bonjour. Bonjour. On entend. Monsieur Diaby, vous nous entendez? Moi, je vous entends et vous? Très bien. Allez-y, Ahmed, il vous entend. Ah, il nous entend. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent sur la condition de détention des prisonniers en Guinée, que ce soit les prisonniers politiques ou les prisonniers de droit commun. Et c'est monsieur Kaba, je crois, l'a rappelé tout à l'heure. On a une histoire assez extraordinaire avec les droits de l'homme dans ce pays. Tout le monde s'y est cassé les dents. Comment expliquez-vous la réticence de l'État à vouloir avoir une forme de transparence sur la condition, d'abord, de détention des prisonniers, sur la surpopulation des prisons et puis plus généralement sur la communication au niveau des droits de l'homme? Bien, moi je suis président de l'Institution nationale des droits humains depuis 3 ans et j'ai un bilan. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut traiter la question avec lucidité. Ceci dit, sur le cas spécial, le dernier cas, le cas de M. Bamba, c'est de ça qu'il est question. Il y a l'opinion du ministère qui dit que c'est une cirrhose de foie, et il y a l'opinion des spécialistes qui considèrent qu'il y a empoisonnement. Ceci dit, notre position n'est pas de dire qui a raison. À mon avis, il y a des éléments à vérifier. La première, est-ce que l'intéressé a un précédent médical de cirrhose? Ensuite, est-ce qu'il a été arrêté
dans le respect des conditions précises. Ceci dit, est-ce que son arrestation était légale ou arbitraire? À partir du moment où il a été placé par un juge d'instruction sous mandat de dépôt, le caractère arbitraire ne se pose plus. Il se trouve également qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il a subi des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants pendant sa détention? Ces éléments-là, nous n'avons pas de réponse sur ce point. Ensuite, il me semble qu'il faut s'interroger sur la question de savoir, lorsque sa maladie s'est empirée, est-ce qu'il a eu des soins d'un médecin à partir de la maison de détention? Et est-ce que tout de suite, il a été référé au centre hospitalier? Nous avons été informés qu'il a été référé à l'hôpital. Alors, c'est les médecins qui peuvent nous dire, sur la base de son dossier médical, sur la base du registre qu'ils ont. Comment a-t-il été référé à l'hôpital? Comment a-t-il été référé à l'hôpital? Parce que c'est à la dernière minute qu'on l'a finalement évacué d'urgence d'ailleurs à l'hôpital, d'où il a succombé. Alors, ce qui est important aussi. Allô, docteur Diaby, vous êtes là? Si je suis en train de vous dire... Docteur Ali Diaby, vous nous entendez? Oui, moi je pense qu'on a perdu Mohamed Diaby, donc on va essayer de le rappeler. Il est là. Ah, vous nous entendez, docteur? Moi, je vous entends, et vous? Se poser la question de savoir, vous dites que vous avez été informé qu'il a été conduit à l'hôpital, mais à quel moment a-t-il été conduit à l'hôpital? Est-ce que vous pensez qu'il a été conduit à l'hôpital au moment opportun? C'est de ça que je parle. C'est la position des uns contre la position de... Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Qu'on s'aligne derrière une position, il faut une enquête. Quelqu'un a dit qu'il faut une enquête. On a dit aussi longtemps qu'il n'y a pas d'enquête, aussi longtemps qu'on n'a pas sorti le dossier médical de l'intéressé, toute prise de position serait complètement partisane et manquerait de lucidité. Il se trouve en plus que la Cour de justice de la CEDEAO, dans une affaire qui a été jugée en 2016 et qui avait condamné la Guinée sur certaines questions, l'affaire Ibrahima Sori Touré et Isaka Bangoura, dans cette affaire, dans les paragraphes 105, 106 et 107, la Cour de justice de la CEDEAO a dit que si un individu est détenu et placé en détention par un juge d'instruction, s'il a été vu par un médecin, s'il a été déféré ou plutôt référé à l'hôpital, on ne peut pas parler dans ce cas. Et la Cour n'a pas accepté de condamner la Guinée pour traitement dégradant et pour non-respect du droit à la santé. Il faut ajouter que le droit à la santé est un droit créant. Ça veut dire que l'État utilise les moyens qu'il a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. Là-dessus, c'est une obligation de moyens. Il faut se poser la question, est-ce qu'il a été traité à l'hôpital? Quels sont ses antécédents? Quel est son antécédent médical? On ne sait pas dans quelles conditions il est rentré. Le point, à mon avis, qui est important, c'est que on pourrait dire au juge que le mieux, ce n'est pas de placer tout le monde en détention et qu'il faut privilégier la liberté aussi longtemps que la culpabilité de l'intéressé n'est pas établie. C'est-à-dire que rien n'empêchait de le laisser en liberté jusqu'à ce que son jugement ait lieu. Si en ce moment il est condamné, il pourrait purger sa peine. Donc peut-être ce qu'il faut dire au juge d'instruction, c'est de ne pas recourir systématiquement au mandat de dépôt contre toutes les personnes, parce qu'en la matière, c'est la liberté qui est le principe. Et il faut aussi et surtout insister sur un point, c'est que l'intéressé était en détention préventive et la détention préventive dure 4 mois et peut être reconduite. Il n'y a pas d'arbitraire à ce niveau. La question, c'est de voir quel était vraiment son état de santé, de quoi il est mort. Docteur, vous êtes en train de nous rappeler des évidences. Moi, ce qui nous intéresse ici, c'est... j'ai posé une question au début à laquelle vous n'avez pas répondu. Je suis très étonné de 2 choses. D'abord, que vous repreniez les propos du porte-parole, je crois, de la justice, qui n'est pour moi pas médecin, donc qui n'a pas à s'avancer sur les causes de la mort de M. Bamba. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, ma question préalable était de vous demander comment se fait-il que et l'État et des organisations comme les vôtres aient toujours échoué à être transparents, justement, dans le domaine des droits de l'homme. Et puis, que faites-vous, puisque vous parlez de bilan, que faites-vous concrètement depuis des années pour que les prisons guinéennes arrêtent d'être surpeuplées?
En 1995, lors du procès des gangs, le bandit le plus redouté avait était mort quelques jours avant le procès. Personne n'en a parlé. Aujourd'hui, vous vous asseyez dans la presse, vous parlez avec toute la liberté, vous discutez, les responsables acceptent de discuter avec vous et vous dites qu'il n'y a pas d'avancée. À mon avis... On est en 2021, vous n'avez pas compris ma question. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'avancée. Justement, je vous demande concrètement quelles sont les avancées. Mais c'est de ça que je parle. La première avancée, c'est ça. Vous vous asseyez là-bas, je suis là, vous m'appelez, je parle, on a la liberté d'expression. C'est déjà un élément important. Le deuxième élément d'avancée, c'est que le ministère de la Justice a cru devoir, par responsabilité, donner des informations sur ce qui s'est passé. Ça, c'est la redevabilité de ce ministère. Vous appelez des gens qui s'asseyent. Mamadi a fait 3 ans à la tête de l'INIDH, il n'a pas fait un seul rapport annuel. Il n'a pas fait un seul rapport circonstanciel, il n'a aucun bilan. Vous, en tant que président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, en pareille circonstance, parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un cas de décès à la maison centrale, c'est le 3e cas depuis le doyen Ela Jusso, depuis le jeune Mamadou Lamarana du côté de Wanindara qui a été libéré, qui est décédé le même jour. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'Institution nationale indépendante des droits humains? Qu'est-ce que vous faites pour ne pas relayer les mêmes propos qui ont été tenus par le ministère de la Justice ou bien peut-être par les parents des victimes? Qu'est-ce que vous devez faire pour la manifestation de la vérité? L'Institution nationale indépendante des droits humains a fait 3 monitorings des élections et plutôt 3 monitorings des prisons en 2018 et 2 monitorings en 2019. Nous avons toujours fait attention sur la surpopulation carcérale, les risques de maladie. C'est ce que nous devons faire. Maintenant, la confusion que je ne devez pas faire, c'est de penser que tous les organes de l'État doivent faire la même chose. Nous avons des missions différentes, des institutions différentes, et moi, je connais les miennes que j'ai avec responsabilité, avec un groupe de personnes dévouées et responsables. Justement, c'est ce que nous essayons de comprendre, parce que quand il y a une situation comme ça, il va sans dire que chaque institution a son rôle à jouer. Et nous essayons de comprendre qu'est-ce que vous faites, et pour ce cas précis, qu'est-ce que vous avez fait? Mais ce que nous avons fait, la première des choses, les informations que j'ai données, nous nous sommes informés sur son cas et nous avons, avant même que le cas ne se produise, fait un rapport qui est sur Internet, le point 16 du résumé de notre passage à l'INIDH porte sur les prisons. Il y a eu 3 mois, c'est ce qu'on dit, mais il y en a plus. Et les anonymes qui meurent, personne ne connaît, qui ne sont pas politiques et dont on ne parle pas. Les seuls cas de mort qu'il y a dans les maisons et dans les prisons, il faut qu'on s'entende. À mon avis, il faut sortir de ce carcan-là et poser le problème en termes de sécurité et en termes d'avancement de l'état de droit et ne pas... Alors, posons la question dans ce cadre. Donc, au début, vous parliez de bilan. Dites-nous, on parle du cas de Roger Bamba aujourd'hui, mais comme vous le mentionnez, il y a bien d'autres cas, peut-être que nous ignorons, mais que vous connaissez. Quelles sont les avancées qui ont été obtenues depuis que vous êtes là? Depuis 3 ans. Mais entendons-nous bien, quand vous dites depuis que vous êtes là, moi j'ai fait 3 rapports annuels dans lesquels j'ai attiré l'attention de toutes les composantes, l'État, la société civile et même les instances internationales pour le faire des prisons. C'est ça le travail de l'institution. Faire des rapports. Arrêtez de vous sentir agressé. On vous pose des questions, on ne vous a pas accusé d'inefficacité. On vous demande simplement une question qui est très simple. Quel est votre bilan? Parce que à voir ce qui se passe... Il a dit, fait le monitoring. Non. Oui. Justement, peut-être qu'il faut lui poser la question. Est-ce qu'il a l'impression de ne pas être écouté? L'impression de ne pas être entendu. J'allais y venir, justement. Est-ce que, monsieur Diarra, docteur Diarra, est-ce que vous n'avez pas l'impression... Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire des monitorings, de faire des rapports dans le vide qui ne servent à rien et qu'il va falloir peut-être à un moment donné que vous changiez de stratégie? Parce que notre invité sur le plateau l'a rappelé, ça fait quand même plus de 40 ans que la Guinée est extrêmement mal notée au niveau des droits de l'homme et visiblement, le travail que vous faites sur place ne sert strictement à rien. Le terrain, on a fait des gens dans des prisons qui étaient arrêtés dans des conditions qui n'étaient pas tout à fait conformes à la loi. Le plaidoyer de l'INIDH a permis de libérer. Et donc, ces documents-là existent, c'est que vous ne lisez pas les différentes publications, vous êtes dans une logique de démolition. Mais demandez à Mamadi qui a été à côté de vous pendant les 3 ans qu'il a fait. Docteur de questionnement.
On n'est pas en train de vous démolir. Si nous voulions démolir, on se serait assis dans ce studio à commenter, à ne pas vous donner la parole. C'est justement parce qu'on veut être éclairé. Vous êtes là qu'on puisse lire sur ce dossier. Vous êtes là, on vous pose des questions. Justement, c'est pour comprendre qu'est-ce que vous avez obtenu. Ça ne peut que les Guinéens qui sont en train d'écouter cette émission en ce moment, au même moment que nous. Donc justement, vous dites que vous êtes dans une logique de démolition, vous ne pouvez pas reconnaître la réalité. Arrêtez de vous victimiser, docteur. Les droits de l'homme sont suffisamment importants dans notre pays pour que vous n'en fassiez pas une affaire personnelle. On n'est pas du tout en train de vous démolir, on est au contraire préoccupé par ce qui se passe. Le bureau qui travaille et les commissaires aux droits de l'homme qui ont fait un travail remarquable. Il y a un document en court volume qui a été fait récemment et qui contient tout le travail qui a été fait depuis 2018. Docteur, avez-vous l'impression de ne pas être écouté? Parce que vous avez dit que vous avez fait un travail, notamment le monitoring des droits humains. Vous avez fait un travail sur les prisons. Avez-vous l'impression aujourd'hui qu'en produisant tous vos rapports, vos recommandations ne sont pas prises en compte? Est-ce que c'est l'impression que vous avez? Parce que nous, ici, on a l'impression que les choses n'évoluent pas. Notamment, c'est pour cela qu'on a des pertes en vies humaines aujourd'hui, des arrestations arbitraires encore en Guinée. Les arrestations arbitraires, il y en a toujours. Et dans tous les pays, l'essentiel, c'est que s'il y en a, qu'on les dénonce et que les intéressés soient libérés. Et l'INIDEA, ça travaille dans ce sens. Maintenant, on doit écouter forcément sur tous les points. Notre rôle n'est pas de mettre à la place des geôliers pour bien traiter les malades et plutôt les détenus. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que la question des droits de l'homme est une question progressive. Il ne faut pas penser qu'on va régler tous les problèmes aujourd'hui. Vous ne visez que les droits civils, les droits politiques. Vous laissez complètement les droits économiques et sociaux dans lesquels des progrès extraordinaires en termes de production de courant, d'eau et d'accès à l'éducation ont été obtenus. Les prisonniers politiques aujourd'hui, on ne peut pas aller dans tous les sens. Aujourd'hui, on vous appelle pour un sujet spécifique. Calmez-vous. On a l'impression que vous vous énervez là. Moi, je suis chargé de la promotion et de... Allô? Allez-y, Antoine. Une question à l'endroit de Dr Alia Diaby. Le constat, il faut le dire clairement, c'est que l'INIDH, beaucoup pensent qu'il faut enlever le I, le deuxième, qui est l'indépendance, pour laisser carrément place à l'INDH, parce que l'indépendance de cette institution n'est pas effective sur le terrain. Le constat, Dr Alia, c'est que beaucoup pensent que vous êtes une sorte d'appendice du pouvoir et que sur le terrain, vous exercez selon le vœu de Sékou Touré. La preuve, il y a eu beaucoup de cas de violation des droits de l'homme sur le terrain en Guinée, lors de manifestations de rue, lors des élections. On n'a pas entendu l'NIDH sur la question. Des autres droits, par exemple le droit civil où l'État a l'obligation de s'abstenir. L'obligation de moyens dont il s'agit, les prisonniers doivent être séparés sur la base des principes minimums, ce qui n'est pas tout à fait le cas, nous l'avons signalé. Les hommes et les femmes doivent être, en tout cas, placés dans des lieux différents. Ce sur quoi nous avons toujours attiré l'attention. Les enfants ne doivent pas être avec les adultes, nous avons attiré l'attention. Mais n'oubliez pas que l'État a une question de moyens. Notre maison centrale a été construite pour 300 personnes. Aujourd'hui, selon le dernier rapport que nous avons fait, il y a plus de 1500 personnes. Disposons même de la liste des prisonniers. Il y a donc un problème de surpopulation carcérale. Nous avons des problèmes de moyens, mais c'est tout l'État qui doit se donner les moyens. Tout le monde doit contribuer à donner des conseils, mais pas dans une logique de démolition. C'est-à-dire, il ne faut pas être... Docteur, arrêtez avec cette victimisation. Antoine a posé une question. Ceux qui sont dans le négationnisme, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'a fait, sinon vous n'aurez pas la parole ce matin. Ce qu'il faut, je reprécise ma question, monsieur Dr Alia Diaby. On vous accuse d'être trop silencieux sur les nombreuses violations des droits de l'homme en Guinée. Il y en a eu beaucoup, on ne peut même pas les compter. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous avez fait en termes de dénonciation, en termes de prise de position par rapport aux violations des droits de l'homme en Guinée? C'est possible et des recommandations, ça c'est possible. Je dispose ici, et c'est dans le rapport, dans le bilan, dans toutes les ouvertures de nos sessions et toutes les de nos sessions, nous avons attiré l'attention sur ce qui va et ce qui ne va pas. Quand on a arrêté les journalistes, nous sommes intervenus directement et indirectement pour voir ce qui est humainement possible. Et quand il y a eu des cas de torture, nous avons envoyé des missions pour faire des rapports. C'est ce que nous pouvons faire.
Maintenant, s'inscrire dans une logique de démolition est une pratique bien connue. Mais ceux qui le font, c'est qu'ils ont été à l'œuvre et eux-mêmes disent maintenant qu'ils n'ont rien fait. Ce qui n'est pas mon cas. Docteur Ali Adiaby, président de l'Institution nationale indépendante des droits humains en Guinée. En tout cas, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Nous revenons ici en studio. Mafoudia. Mais j'y vais pas, je vais directement avec cette question. Attendez. Il faut préciser que notre rôle ici n'est de démolir personne. Mais je Nous pense donnons que la parole aux gens. C'est pourquoi je dis que les gens puissent je vais aller à cette question. Parce que ici, celui qui démolit, ce n'est pas en fait nous. C'est M. Kaba. Si on comprend la dernière phrase, parce que M. Kaba qui a pas compris qu'il y avait un problème. Ah oui, qui a géré et qui aujourd'hui fait comme s'il n'avait pas géré. Donc M. Kaba, êtes-vous en train de démolir? Décidément. Qu'est-ce que vous essayez de démolir? Non, il a dit qu'on est dans notre logique de démolition. Il n'a pas pointé du doigt M. Kaba. Attendez, peut-être que c'est... On n'a jamais géré l'INDH. Celui dans ce studio qui a géré l'INDH, c'est bien, monsieur. Naïvement, on n'a pas compris. Non, on n'a pas compris la guerre interne qui se passe au niveau des... Non, il n'y a aucune guerre. Il n'y a aucune guerre. Chacun a son chemin. Non, il n'y a aucune guerre. Je veux pas commenter tout ce qui a été dit. Mais moi, si je dois démolir, c'est pas en Guinée. Je suis dans l'activisme des droits de l'homme depuis le temps de Conté. C'est nous qui avons lutté pour avoir une institution des droits de l'homme. Nous avons lutté et on a obtenu l'Observatoire des droits de l'homme que moi j'ai dénoncé, que j'ai combattu pour qu'on ait une institution indépendante. Et nous avons été à Genève. C'est nous qui avons défendu le rapport pour une institution indépendante des droits humains. Nous n'allons pas arrêter de critiquer pour que les choses s'améliorent. Mais il y a une chose qui est commune. Il y a une chose qui est commune à ces... C'est pas dirigé contre une personne quand même. À ces présidents d'institutions. Quand ils sont au poste, on peut bien comprendre le silence qui est pas quelquefois professionnel, mais des fois même sur certains sujets sur lesquels ils doivent intervenir, il y a de la nervosité. C'est comme si la presse venait chercher forcément un problème et rares sont ceux qui échappent. Il était très nerveux là. Il était très nerveux. Mais justement, c'est un problème commun. D'où ma question à Monsieur Kaba, peut-être dans ce studio. Aujourd'hui, on vous entend. Peut-être on va essayer d'obtenir des choses de vous. Dites-nous, qu'est-ce qui fait que... D'ailleurs, quelles sont les limites de votre travail? Parce qu'il parle sans cesse de rapports. Est-ce que vous vous limitez seulement à fournir des rapports? Et sinon, l'autre question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui il faut mettre ça au passé. Il a été président de l'IDDH aujourd'hui. Il est actif dans la défense des droits de l'homme. Il est activiste des droits de l'homme. Il reste activiste. Je voudrais une précision sur le travail, justement, sur le travail de l'IDDH, par exemple. Quelles sont les prérogatives? Où doit se limiter l'IDDH en matière de dénonciation sur des violations des droits humains? Jusqu'où elle peut aller? Non, ce que je voulais juste rappeler, avant d'entrer dans ces détails, je veux que tout le monde comprenne. Dans la défense des droits de l'homme en Guinée, il n'y a personne qui a une légitimité pour s'attaquer à moi. Ça, c'est une première remarque. Nous avons existé en tant qu'ONG. Nous avons combattu pour avoir des institutions. Nous les avons eues. Nous allons travailler à faire en sorte que ces institutions soient ce que nous avons souhaité à l'origine. Apparemment, même les hommes censés défendre les droits de l'homme ne s'entendent. Non, ce n'est pas dirigé contre des individus. Mais ce que je veux, ce n'est pas dirigé contre des individus. Nous allons continuer à nous battre. Quelles sont les prérogatives de l'IDDH? Non, les prérogatives sont contenues dans une loi, organique qui existe. La loi 013, je pense. D'accord. Jusqu'où peut-elle aller, l'IDDH? Bon, je n'ai pas toute la loi en tête. Je ne suis pas capable de tout rappeler parce que c'est une loi organique. Mais je sais que le rôle de l'INDH, c'est de protéger et promouvoir l'ensemble des droits de l'homme sur le territoire national guinéen. À travers ça, dans la loi, il est écrit, l'INDH fait des enquêtes, l'INDH fait des rapports, l'INDH fait des dénonciations. Et je suis triste d'apprendre ce matin que moi, quand j'étais président de l'INDH, qu'il n'y a pas eu de rapport. Il y a eu plus d'une dizaine de rapports. Là, je peux le confirmer. Mais toute la presse peut confirmer. Il y a eu plus d'une dizaine de rapports. Monsieur Kaba, vous savez ce qui me fait mal aujourd'hui? Chaque année, nous avons produit plus d'une dizaine de rapports. Chaque année. Monsieur Kaba, vous savez ce qui fait très très mal ce matin? Pour moi, les droits de l'homme, c'est quelque chose de sérieux, où il n'y a pas à avoir de petite chapelle. Et ce n'est pas une histoire
personnel. Je ne vous accuse pas avec tout le respect qu'on vous doit sur ce plateau. Je constate simplement que l'État, d'un autre côté, fait ce qu'il veut parce que de votre côté, vous êtes divisés. Et c'est terrible ce constat pour moi ce matin. Non. On est là. Non, laissez-moi juste finir. S'il vous plaît, laissez-moi juste finir. On est là depuis des années, tous les jours que Dieu fait, à essayer de se battre pour que les règles soient respectées, pour que les prisonniers soient arrêtés dans de bonnes conditions, que ce soit Madame Hierro, moi, ici, on dénonce tous les jours et on constate. Mais les bras m'en tombent et je suis franchement déçu que vous, par contre, vous qui êtes chargé de ce droit universel, de ce droit humain, qui pour une fois devrait justement être le combat de tout le monde, vous êtes là à être chacun divisé les uns les autres. Monsieur, le docteur qui en interview ce matin est extrêmement nerveux, vient agresser en parlant de démolition, alors que c'était tout sauf ça. Enfin bref, mais les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Non, j'ai pas de question. Non, je suis tellement écœuré. Non, je suis tellement écœuré ce matin que je n'ai plus de questions. Non, ne sois pas écœuré. C'est l'ordre normal des choses. Quand vous allez aux États-Unis, les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas unanimes. Si, au moins ils ont un combat commun. Quand vous allez en France, ils ont un objectif commun. Oui, l'objectif commun, c'est la défense des droits de l'homme. Mais vous ne l'avez visiblement pas ici. Non, les chemins pour y parvenir ne sont pas les mêmes. Les chemins pour y arriver ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas obligatoire que M. Diaby soit d'accord avec la manière dont moi je procède. Un objectif noble. Allez-y, Antoine. Moi aussi, je ne suis pas obligé d'être... Non, chacun utilise le chemin en fonction de sa mission, en fonction de sa compréhension. Pour y arriver. Arrêtez de dire Ahmed. C'est un sujet important. On parle des droits de l'homme. Mais si tu ne lui donnes pas le temps, l'invité ne pourra pas parler, Ahmed. Ça se défend, même l'État lui-même. Il essaie d'expliquer. À part l'institution et à part les ONG, n'est-ce pas, hormis l'institution, les ONG, il y a les ONG internationales qui travaillent. Parfois, nous-mêmes en tant qu'ONG, on n'est pas d'accord avec la position de telle ou telle ONG. Il y a telle ONG qui n'est pas d'accord avec le combat. Il n'y a pas de guéguerre. Il n'y a aucune guéguerre. Rassurez-nous quand même que ces guéguerres n'ont pas d'impact sur le travail. Ne présentez pas ça comme une guéguerre. C'est le cas, excusez-nous, monsieur. Non, c'est pas une guéguerre. Monsieur Kaba, pour revenir au cas Roger Bamba, sur lequel il y a eu des dénonciations même de l'étranger, il y a eu l'ambassade des États-Unis qui a demandé à ce qu'il y ait une enquête indépendante pour trouver les causes de la mort de Roger Bamba. Dites-nous clairement, est-ce que la Guinée, dans ce cas de figure, perd des points à l'international? Bon, vous savez, comme je l'ai dit, il n'est pas encore trop tard. Nous avons besoin d'une enquête très sérieuse pour voir si il y a un lien entre les conditions de détention et l'aggravation de la maladie. C'est là où le pays... Vous savez, les fautes et les erreurs, ça arrive dans tous les pays. Et ce n'est pas vraiment un problème en soi. Mais c'est la réaction du pays face à la situation qui fait gagner des points ou qui fait perdre des points. Donc, la réaction de la Guinée, s'il n'y a aucune réaction, par exemple, pour élucider, pour déterminer qu'il y a des fautes commises par l'État, et qui ont conduit à la mort les grandes gueules. Si aucun lien de ce genre n'est établi, il est évident que la Guinée ne perdra pas de points. C'est quand il y a des liens établis, ou alors s'il n'y a pas d'enquête crédible, alors le monde entier va considérer que l'absence d'enquête cache une culpabilité de l'État. L'autre constat, c'est qu'à part ces 3-4 mois, il y a eu tout de même ces détenus qui ont été évacués récemment à Ignace Dine. Je veux citer Étienne Soropogui et même Médecins Sans Frontières. Il y a eu de jour en jour de nouveaux cas de maladies qui sont signalés. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Oui, c'est ce que je vous ai rappelé au départ. C'est-à-dire nous-mêmes qui ne sommes pas en prison, nous tombons malades et nous mourons. Donc ça veut dire que la maladie et la mort est à la trousse de tout le monde. Oui, maintenant, quand vous êtes... Oui, mais c'est évident. Non, mais attendez, monsieur, on parle de vie humaine, on n'est pas dans le fatalisme. C'est pas, oui, on est tous mortels, mais il y a une manière aussi d'être mortel. Moi, vous savez ce qui me tue aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, vraiment j'ai du respect pour votre combat, mais je constate malheureusement, honnêtement, que dans ce pays,
les Guinéens ne sont pas capables de travailler même sur des sujets aussi... On parle de vie humaine, monsieur. Et j'entends, je vous vois diviser, et je sais que vous n'allez pas le dire sur ce plateau, mais vous l'êtes dans les faits. Oui, mais c'est ça la démocratie. On ne parle pas de démocratie, on parle de bêtises. On parle de bêtises. Non, c'est pas de la démocratie. Non, je suis désolé. Il n'y a aucune bêtise. On va poser des questions. On va essayer d'obtenir... Si on parle de démocratie, est-ce que je peux avoir le droit au chapitre? Si on parle de démocratie. Non, mais vous confondez tout. Ahmed, vous êtes en train de tout confondre. Non, comprenez. Si on parle de démocratie. Non. Si on parle de démocratie. Non. Vous avez le président d'une institution. Mais on perd du temps. Non, vous confondez tout. Posez votre question, Ahmed. Je comprends que ce n'est pas votre domaine. Alors, je vous dois des explications. C'est-à-dire, vous avez une institution d'État qui s'est exprimée. Ouais. Et vous avez une ONG qui s'est exprimée. Comment voulez-vous? Non. Non, mais oui, mais normalement, on Ahmed, la précision. On doit pas être sur la même ligne. C'est l'État et l'ONG qui parlent. Ouais. Et on ne peut pas être sur la même longueur d'onde. Ahmed, tu ne réponds pas. Tu poses une question à l'invité. C'est à lui de répondre ici. Il n'a pas posé de question. Moi, je ne suis pas un journaliste, je suis chroniqueur. Ahmed, ici... Non, Madame Hierro, je ne suis pas journaliste, je suis chroniqueur et je suis aussi un citoyen qui s'insurge contre ce que je viens de voir. Mais tu t'es suffisamment insurgé, on voudrait évoluer sur les questions. Vous êtes en train de vous insurger parce que ce n'est pas votre domaine. Justement, sinon, vous auriez compris... Oui, vous auriez compris que l'institution nationale des droits de l'homme est une institution d'État. D'accord. Et que l'ONG, au nom de laquelle moi je parle, est une organisation non gouvernementale. Est-ce que je peux comprendre pourquoi le docteur qu'on a eu au téléphone s'en prenait à vous en parlant de démolition? Non, il ne s'est pas appris à moi, il a parlé de démolition. Ça n'est pas appris à lui. Mais vous savez, c'est parce que je suis ancien président de l'INIDH, n'est-ce pas? Et quand moi je critique l'INIDH, n'est-ce pas? Je critiquais l'INIDH quand j'étais président. Je critiquais l'État quand j'étais président de l'institution. Et après que je sois parti, je continue de critiquer ce qui ne va pas. L'objectif, c'est quoi? Je peux vous dire qu'il va encore y avoir des morts dans les prisons guinéennes. Nous avons un idéal. Nous voulons que cette institution soit rehaussée à un certain niveau. Est-elle d'ailleurs indépendante? C'est notre combat. Monsieur Kaba, cette institution est-elle indépendante? Oui, sur le papier, c'est indépendant. Comme vous voyez, presque... Mais pratiquement, ce n'est pas le cas. Quand vous voyez l'Afrique de l'Ouest, par exemple, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, vous avez 14 États. Sur les 14 États, vous n'avez pas plus de 5 pays qui ont le statut A, c'est-à-dire qui remplissent l'ensemble des conditions pour être jugés indépendantes et crédibles. Mais nous, notre combat n'est pas une comparaison par rapport à ce qui marche ou ce qui marche. Oui, mais déjà, par rapport à un idéal. Avec l'INIDH. Nous voulons que l'institution atteigne un certain niveau et c'est notre combat. Et nous allons le poursuivre. Monsieur Kaba, sur un cadre plus général, on a vu récemment ce rapport de Human Rights Watch et des choses... de l'autre institution, je crois que c'est Amnesty International, sur lequel le gouvernement n'était pas du tout d'accord. On a vu cette réaction de Damanta Albert Camara, également du porte-parole du gouvernement, qui tous ont dénoncé le contenu de ces rapports. Dites-nous, vous qui êtes défenseur des droits de l'homme, est-ce que pour vous, ces rapports étaient fondés ou pas? Vous savez, mon problème n'est fondamentalement pas un jugement du travail de ce que les collègues font. Mais ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est que nous nous mettions, que ce soit l'État ou etc., que nous nous mettions à nous en prendre à ceux qui font leur travail de cette manière. Si notre pays est un État bien organisé, nous devons nous-mêmes produire, chaque fois qu'il y a un événement, mener une enquête et produire les rapports qui correspondent à l'événement. Ce qui empêche, si par exemple, Human Rights Watch a un rapport sur la Guinée, n'est-ce pas? Et que le rapport est lors d'un colloque, par exemple, le rapport est présenté et défendu, n'est-ce pas? Que ce soit à la Commission africaine des droits de l'homme, que ce soit à Genève, que ce soit ailleurs, qu'il y ait le rapport de Human Rights Watch qui est présenté. S'il y a un rapport de la Guinée sur la même situation qui est présenté, ça donne le soin, n'est-ce pas? Ça donne le soin à tous les individus de faire une comparaison, de voir qu'est-ce qui existe ici. Il y a un aboutissement pour ces rapports. Le président dit qu'il est là. Est-ce qu'il a répondu de façon favorable aux interrogations, aux requêtes? Est-ce qu'il y a eu des résultats sur le terrain? Oui, il y en a eu. C'est insuffisant, mais il y en a eu. Il y en a eu. Quand moi j'étais à l'INIDH, nous avons entrepris certaines
Par exemple, je parle d'un cas qui a défrayé la chronique, où les femmes du marché en Co5 étaient sur le point d'être déguerpies, etc. Les femmes se sont rassemblées et elles sont allées porter plainte à notre niveau. Nous avons écrit au président, nous avons écrit au ministre de la Défense. Heureusement, tout le gouvernement s'est mobilisé et la situation a été calmée. Les femmes n'ont pas été jetées à la rue. Donc, des solutions durables ont été trouvées petit à petit et ça a empêché. Il y a eu beaucoup de situations où nous avons réussi quand même à empêcher ou à faire en sorte que les violations des droits de l'homme cessent, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas nous vanter de ce qui a marché. Notre devoir est de travailler sur ce qui ne marche pas. Nous devons mettre l'accent sur ce qui ne marche pas afin d'obtenir plus de résultats. Bien. Monsieur Mamadi Kaba, président de la LIDA, merci d'être passé chez les Grandes Gueules. C'est moi qui vous remercie. Voilà comment on arrive au terme de cet autre numéro des Grandes Gueules de ce lundi. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Merci à Ibrahima Souri Souma qui a géré les caméras. Mohamed Diaby a dirigé cette émission du côté de la radio. Merci à Vladimir Poutine, Anala Sidibé, Mafata Sanou, Mamoudou Kondé, toute cette belle équipe technique qui nous a permis donc de relayer toutes ces informations que vous avez eues ici. J'espère que vous avez eu du plaisir à notre compagnie. Nous vous retrouvons demain pour être un autre numéro des Grandes Gueules.